Bienvenue à tous. C'est une question récurrente chez les chefs d'entreprise. Comment atteindre les objectifs de performance dans un contexte entrepreneurial? Il existe des moyens pour un dirigeant d'entreprise de progresser vers la voie du succès. Et c'est ce que nous dira sur ce plateau Dr Sonia Akpeje Asogba. Vous êtes PDG du cabinet Excelli Santé basé en France. Merci d'avoir répondu à notre invitation, madame. C'est le plaisir pour moi. Alors, Madame Asogba, une question pour ouvrir cet entretien. Quel regard vous portez sur l'écosystème entrepreneurial dans son ensemble sur le continent africain et précisément au Togo? Alors, merci pour cette question. Moi, je vais porter un regard de quelqu'un qui vit en Europe et qui est en train de découvrir en fait cet écosystème-là. Et du coup, c'est un regard vraiment neuf qui est neutre aussi. Et du coup, pour un entrepreneur vraiment qui veut découvrir cet écosystème-là, alors la première chose que personnellement j'ai observé, c'est que c'est un système qui est vraiment fermé. Il faut rentrer dedans pour savoir comment est-ce que ça fonctionne et découvrir même pour un même secteur d'activité, de savoir véritablement comment l'organisation interne se passe. Alors il y a aussi le volet du financement où au niveau du système bancaire, les entreprises ont beaucoup de difficultés à pouvoir se projeter. Donc les entreprises les banques sont plutôt orientées vers des prêts quand les entreprises arrivent à l'obtenir sur des prêts à court et moyen terme, surtout pour les PME. Donc le système est organisé de telle sorte que généralement c'est les grandes entreprises qui ont des garanties et qui rassurent les banques qui obtiennent d'autres prêts pour pouvoir évoluer. Et il y a aussi le volet de l'accès à l'information. Donc ça a été un gros défi pour nous, en tout cas personnellement, de pouvoir trouver les informations qui permettent de savoir comment se positionner par rapport à tout simplement la concurrence, de savoir comment est-ce que le marché africain, togolais fonctionne, quels sont par exemple, quelle est la dynamique de coût par exemple, comment pouvoir fixer ces tarifs par rapport à la concurrence et surtout rester opérationnel et concurrentiel. Donc il y a ces différents aspects qui font que quand on démarre, on a un peu du mal à savoir où mettre les pieds et parce que tout est, on va dire, beaucoup cloisonné et qu'il n'y a pas assez de visibilité pour pouvoir... Et c'est votre regard, madame, l'entrepreneuriat est aujourd'hui présenté comme une solution durable face au chômage, notamment chez les jeunes. Alors, quels sont les fondamentaux pour réussir dans ce domaine, madame? Alors c'est vrai que la problématique du chômage n'est plus à démontrer. C'est un fléau mondial. C'est pas spécifique à l'Afrique ou au Togo. Il y a d'autres qui s'en sortent mieux que certains pays s'en sortent mieux par rapport à leur organisation. Maintenant, par rapport aux fondamentaux, le défi que moi personnellement j'ai vu au niveau de l'organisation de l'entrepreneuriat, c'est véritablement un problème de vision. Comment s'organiser? Alors, moi, je vois l'entrepreneuriat un petit peu comme un sprinter qui a la niaque pour gagner. Et la scène se joue en fait en dehors de la piste. Donc, si on prend quelqu'un qui veut faire sa course, il y a le temps qu'on prend pour se préparer en amont, pour s'échauffer, pour organiser, regarder la concurrence, par exemple, les autres sprinters, quelles sont leurs stratégies, comment est-ce qu'ils s'organisent, quels sont leurs points faibles, comment est-ce qu'on peut les battre à leur propre jeu. Et ça, la fin de la course est jouée même avant d'être sur le terrain. Et aujourd'hui, quand on voit l'entrepreneuriat pour la majorité, et cette grande majorité-là, c'est cette majorité-là qui ne produit pas beaucoup de résultats. Et donc, de s'asseoir et de poser la problématique de la vision. Où est-ce que je vais? Comment je vais? Quelles sont les stratégies que je dois mettre en place? Quels sont les moyens dont je dispose à court, moyen et long terme pour pouvoir tout simplement se maintenir sur le marché et être concurrentiel opérationnel. Cette problématique-là,
c'est celle de la majorité des entreprises. Ce qui fait qu'on a du mal à maintenir une performance au niveau de des entreprises qui se créent, et surtout les jeunes entreprises. Et pour tenter de relever le défi au niveau de ces entreprises, vous avez pris sur vous de prodiguer des conseils à ces chefs d'entreprise au niveau de votre cabinet Excellis Santé. Alors, vous mettez un point d'honneur sur le capital humain. Pourquoi, madame, faut-il exercer sur ce levier, le capital humain? Oui, en fait, c'est toute la base de notre stratégie. En fait, là, il y a Michael Alini qui disait on a déjà, l'entreprise, c'est avant tout des hommes. Et qu'on a déjà vu des entreprises se monter sans argent, mais on n'en a jamais vu se monter sans les hommes. Et donc, l'entreprise, c'est le socle d'une entreprise, la richesse d'une entreprise, ce sont les hommes qui portent la vision quand c'est écrit, défini, clairement démontré. Ce sont les hommes qui transportent, qui véhiculent cette vision-là. Et donc, qui font rentrer, qui sont la source de performance, de productivité. Et donc, aujourd'hui, faire une entreprise sans investir, sans mettre les moyens sur les personnes qui vont porter la vision, qui vont permettre à une entreprise de croître, je pense qu'on est pour ma part, je pense qu'on est dans l'erreur. Et aujourd'hui, le capital humain, c'est un petit peu une thématique qui est à la toile et qui remet en fait le débat de l'entrepreneuriat sur l'humain en fait. Et donc nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est vraiment pas seulement donner des formations, donner des conseils, mais que comme notre vision le dit, c'est de construire vraiment des entreprises qui soient durables, qui soient performantes, qui jouent sur la scène de la concurrence internationale, mais vraiment que ce soit le socle, ce sont les hommes qui soient au centre de toute la stratégie. En fait. Afin d'atteindre la compétitivité. Alors, on a vu dans certaines entreprises d'énormes ressources financières consacrées au matériel, pendant que le personnel ou les besoins du personnel sont relégués au second plan. Selon vous, quelle doit être la place des ressources humaines dans la dynamique d'une entreprise? Alors, c'est un constat malheureux pour la majorité des entreprises. Et si on part de la question précédente qui est vraiment le capital humain, aujourd'hui, moi, quand je prends la transposition de ce qui est mis en place dans les entreprises, dans les structures européennes, c'est vraiment quand vous allez dans une structure, il y a quand même s'il n'y a pas la structure, le service, il y a quand même cette organisation-là qui est pensée de façon à ce que un salarié, un collaborateur ait un plan de formation, ait un plan de carrière. Donc, il y a aujourd'hui des personnes qui sont des salariés dans des entreprises qui commencent à un poste et qui finissent leur retraite au même poste. Et des fois, il n'y a pas eu de plan de formation, il n'y a pas eu d'ajout de valeur ajoutée. Et ce sont des personnes qui viennent souvent et qui commencent peut-être des fois avec du zèle et qui au bout du chemin, le zèle s'éteint. Et donc, c'est des gens qui viennent finalement pour remplir des tâches et qui ne portent plus aucune action véritablement de façon à ce que la structure grandisse. Et donc, pour nous, la place des ressources humaines, c'est une place capitale pour, au début, peut-être ne pas avoir forcément, en fonction de la maturité, de la taille de l'entreprise, ne pas forcément mettre un service en place, mais au moins que le porteur de la vision ait en fait cette dynamique-là en place. Et quand l'entreprise grandit, devient mature, véritablement mettre un service qui s'occupe vraiment du personnel. Alors, madame, dans un climat d'attractivité économique, nombreuses sont les entreprises qui se créent. Nombreuses aussi sont ces entreprises qui mettent la clé sous le paillasson quelques années après. Alors, ma question est de savoir comment maintenir le cap de la compétitivité. Alors, le cap de la compétitivité, il y a plusieurs problématiques qui relèvent de cette compétitivité-là.
À notre niveau, on a structuré ça à trois niveaux en fait. C'est-à-dire au niveau de l'État, qu'est-ce que l'État doit mettre en place, au niveau collectif et au niveau individuel. Parce que l'individu a toujours sa part à faire. Donc pour le niveau individuel, c'est véritablement de connaître son marché, de connaître ses concurrents directs, indirects, de mettre en place une dynamique de partenariat parce que plus on est isolé, plus on est faible. De mettre aussi, on a parlé tout à l'heure du capital humain, d'investir sur les personnes qui sont censées porter le projet avec soi. Au niveau collectif, aujourd'hui, il y a une dynamique qui se met en place, donc c'est l'émergence de ce qu'on appelle la communauté entrepreneuriale qui permet vraiment de limiter les actions isolées, mais de pouvoir mutualiser les forces, les compétences pour être compétitive. Et il y a aussi ce que on appelle le réseau des entrepreneurs qui est beaucoup développé aussi en Occident et qui permet, qui a le même objectif, donc mutualiser, renforcer les compétences ensemble pour pouvoir avoir un rayonnement beaucoup plus grand. Et au niveau de l'État, en fonction du secteur, donc je vais parler dans la globalité, il y a le fait aussi de lever des barrières commerciales pour faciliter la dynamique de l'import et export. Le fait de pouvoir mettre en place une réglementation qui soit claire, fluide et accessible en termes de compréhension pour les entrepreneurs. Et un dernier point, c'est aussi de pouvoir tout simplement mettre au niveau des entrepreneurs la dynamique financière. Donc, une collaboration banque, État, entrepreneur. Je pense que c'est le temps qui nous est imparti, quelques éléments nous permettront quand même de maintenir la compétitivité au niveau local, régional et au niveau international. Et justement, au début de cet entretien, vous avez reconnu le problème de financement au niveau des entreprises. C'est un peu comme le dénominateur commun à tous les hommes d'affaires. Comment gagner la confiance des pourvoyeurs de ressources financières quand on se jette en affaires? Alors, j'ai pas de solution miracle parce que c'est une vraie problématique en termes d'organisation. Il y a d'abord le problème d'organisation. Alors, il y a toujours l'entrepreneur qui a son rôle à jouer. Et récemment, j'entendais quelqu'un qui est dans le système d'octroi des financements qui disait mais combien de jeunes viennent en entretien, les projets sont mal formatés, on ne comprend pas où est-ce qu'ils vont. On parle de vision toujours. C'est mal structuré, ils sont pas bien préparés. Et quand les financements sont là, mais on ne sait pas à qui les adresser. Donc, il y a le fait que la personne même doit se préparer. Et il y a le fait aussi que au niveau aujourd'hui alors j'essaie d'aller un petit peu en vrac parce que vu le temps, il y a aussi le fait que dans le domaine de l'entrepreneuriat aujourd'hui en Afrique, on va dire il y a une porosité entre ce qui relève du personnel et ce qui relève de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai le siège du cabinet qui est en Europe et quand je fais une seule dépense, je dois pouvoir justifier ça. Sinon, mon bilan n'est pas certifié. Et ici, ce que j'ai observé, qui est la réalité de notre fonctionnement, c'est que on peut mettre notre financement. Il n'y a pas de limite en fait limite claire définie entre ce qui relève de l'entreprise et des fonds propres. Donc ça ne inspire pas aussi confiance au niveau des banques pour mesurer la capacité quand on veut faire des prêts à des personnes qui sont porteurs de projets, de se dire ah là je peux analyser de façon objective la capacité de remboursement de la personne. En Europe, on mesure jusqu'à votre capacité à gérer vos fonds propres. Donc, on rentre dans votre vie privée pour savoir comment est-ce que vous gérez votre sous. C'est votre argent. Mais on va quand même regarder parce que c'est la façon dont vous gérez votre argent qui va déterminer aussi comment vous pouvez gérer votre capacité à gérer l'entreprise. Donc, ces éléments-là, aujourd'hui, ne sont pas clairement définis. Donc, on va dire que cette base-là est déjà un petit peu quand même limitée pour pouvoir gagner la confiance des financeurs. Alors, et vous intervenez en entreprise pour donner conseil et pour former. Que représente pour vous l'innovation, justement, pour un entrepreneur ou un chef d'entreprise, l'innovation en entrepreneuriat? L'innovation aujourd'hui, je pense que c'est indissociable du bon fonctionnement d'une entreprise. Autant on doit mettre en place des moyens financiers, des moyens stratégiques. L'innovation doit être au cœur aussi de l'entrepreneuriat.
Et parce qu'aujourd'hui, le monde évolue tellement vite que si on n'innove pas, si on ne remet pas en question notre fonctionnement, aujourd'hui on parle beaucoup d'agilité et c'est un système que nous avons vu, cette capacité à innover, nous l'avons vu en plein Covid, où beaucoup de systèmes qu'on avait avant, qu'on trouvait des fois obsolètes. Je parle par exemple je pense que tout le monde utilise aujourd'hui WhatsApp, on utilise Zoom, c'est des outils qu'on ne connaissait pas. Mais il y a eu une situation qui s'est posée, qui est arrivée, et beaucoup d'entreprises les plus agiles se sont adaptées. Et c'est cette capacité-là à s'adapter, à réorganiser. Des fois, c'est pas juste des produits, des nouveaux marchés, des produits des nouveaux produits à mettre sur le marché. C'est juste peut-être une réorganisation à mettre en place dans un fonctionnement. Et si on prend de façon brève, aujourd'hui, on a été sollicité par les chirurgiens qui organisent leur 63e édition de congrès, qui regroupe plus de 15 pays et qui va regrouper plus de 900 participants. Et ça, personnellement, on a trouvé que c'est génial parce que habituellement, les entreprises se disent on est capable de tout faire alors que ce n'est pas leur compétence. Et des fois, ça use le personnel parce que en fait, c'est pas leur compétence. Et de pouvoir repositionner aujourd'hui le fonctionnement, donner les compétences à des structures qui savent ce qu'ils font. Moi, j'ai beaucoup salué l'initiative et ça permet aussi à cette équipe locale de pouvoir faire ce pourquoi ils sont là en fait, c'est-à-dire leur corps de métier en étant tout simplement des médecins et laisser à une structure qui va s'occuper de tout ce qui concerne l'organisationnel pour eux. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui ce fonctionnement-là est indissociable totalement de la réussite d'une entreprise. Et on ne peut pas entreprendre si on n'est pas en mesure d'innover? Si, on peut innover, on peut entreprendre. C'est pas la condition sine qua non. Mais je pense que pour aujourd'hui se maintenir, il faut quand même penser de façon continue à comment se maintenir. Sinon, on est noyé en fait, on est perdu. Et on n'est pas déjà, si je prends la dimension de l'Afrique, on n'est pas déjà mieux loti en termes d'organisation. En plus, si on arrive à soutenir le rythme de transformation au niveau mondial, je pense que on peut pas. En tout cas, moi, mon rêve, c'est qu'on ait aussi des entreprises de l'Afrique, du Togo, qu'on peut compter dans les grandes entreprises. Quand on va citer les grandes entreprises comme Amazon, Apple et autres là, qu'on puisse compter aussi des entreprises africaines, africaines et et togolaises. Alors justement, madame, j'ai été accroché par votre slogan, bâtir ensemble aujourd'hui la vision de demain. Alors vous avez une vision, c'est construire ensemble les entreprises performantes et pérennes sur le capital humain solide. Alors, précisément, nous tirons vers la fin de cet entretien. Comment voyez-vous le positionnement d'Excellis Santé dans les toutes prochaines années, les 5 ans à venir? Alors, nous nous voyons comme une plateforme de transformation. Pas une plateforme qui donne des conseils et qui n'évalue pas l'impact de ce qu'il propose, mais véritablement une plateforme où on apprend à construire des hommes qui portent les visions de l'entreprise. Travailler pour former sans aucune prétention bien sûr, mais aider aussi à développer le leadership. Parce que un leader, c'est aussi quelqu'un qui amène les gens à prendre de la hauteur. C'est aussi sans méfiance, sans crainte, transmettre ce qu'on est. Et aujourd'hui, quand j'entends beaucoup de discussions, des fois on vous dit mais il faut même pas parler de ce que vous êtes en train de faire parce que on peut vous le voler, il faut pas. En fait, c'est cette mentalité là de construire sans méfiance, de faire confiance aussi à des collaborateurs et de croire que quand on investit en des personnes, ces personnes-là même s'il y a des départs, je pense que c'est des personnes qui portent une vision avec vous et qui réussissent avec vous et qui ont du plaisir à travailler avec vous. C'est votre vision, madame. Sonia Akpedje-Assoba, vous êtes PDG du cabinet Excellis Santé. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.